Dank u. Je continue en français. Ben voilà, tout d'abord, je voulais remercier Beaux-Arts Architecture. C'est vraiment sympa d'avoir comme ça avoir été retenu pour présenter un de nos projets dans une niche, d'avoir été choisi. C'est une démarche très sympa et surtout très gratifiante pour des jeunes bureaux comme nous. Je dois admettre que assez stressé de présenter ce soir notre projet. On a pas mal checké, vérifié sur Internet les présentations des autres bureaux et je dois vous avouer que ça ne nous a pas aidé parce que le niveau était vachement fort et que voilà, la plupart des bureaux ont un message super fort et présentent une architecture sans compromis et c'est vraiment assez exceptionnel de trouver ça, je trouve, en Belgique à l'heure actuelle. Voilà. Et alors, c'est clair que dans notre style, voilà, on espère être à la hauteur. On vous remercie d'être venu ce soir. On s'attendait à avoir certaines têtes, mais il y en a plein qu'on ne connaît pas, c'est encore mieux. Voilà. C'est à 229, donc atelier 229. Mais après, on vous expliquera d'où vient le nom, mais comme c'est un peu ridicule, on ne va pas le faire tout de suite. On n'est pas super vieux. On n'est pas super nombreux non plus. Donc voilà, on est 5 au bureau. On n'est pas très connus, c'est vrai, il n'y a pas eu énormément de publications sur des projets du bureau. C'est probablement dû au fait qu'on n'a pas, a priori, une architecture très gestuelle ou très théâtrale. Donc voilà, on peut comprendre, mais donc ça fait encore plus plaisir de pouvoir vous présenter un projet qui nous tient à cœur ce soir. Ceci dit, tout ça ne nous empêche pas d'avoir des idées, des envies, des sacrés coups de gueule et des ambitions. Et voilà, et comme en général, on n'a pas trop notre langue dans notre poche, on va essayer de vous présenter tout ça ce soir. Voilà. Alors pour commencer, il faut un petit cours d'histoire. Hein. Donc le bureau a été créé en 2005 par Renaud. Voilà, c'est lui, Renaud Van Espen. Et puis voilà, moi je suis arrivé là, j'ai appuyé sur le bouton, je suis arrivé derrière, et c'est moi juste derrière, là, Grégoire Rouillet. Voilà, on a créé le bureau dans un garage. Le garage, il n'était pas chauffé, il n'était pas isolé. C'est vrai, c'était dans le Brabant wallon, mais c'était pas facile tous les jours. Mais comme les Beatles et les Stones, ils avaient aussi commencé dans un garage, on l'a clapé et on a continué aussi. Et on a eu la chance de gagner pas mal d'appels d'offres. Et ça nous a vraiment aidé à continuer. La suite, c'est qu'après 4-5 concours gagnés, souvent dans le milieu scolaire, on a déménagé à Ixelles, pas loin de la place Flaget, dans un chouette quartier. Et maintenant, on se retrouve à 5 avec Maud, Camille et Arnaud, voilà, qui nous aident tout le temps à travailler sur tous nos projets. Voilà, donc c'est vrai qu'au début, on était un jeune bureau plein de principes. Et qu'aujourd'hui, s'il y a bien une chose qu'on a gardée, c'est nos principes. Voilà. Au lieu de viser des projets gras et gluants, comme dit l'architecte finlandais Sami Rintala, qui compare ces projets à des hamburgers de fast-food au bœuf transgénique, nous, on s'est mis à chipoter sur des projets plus modestes, à taille humaine, plus proches des sashimi, c'est-à-dire des petits trucs intelligemment conçus, produits localement, et fait à la main. Alors notre premier sashimi, c'était une toiture de chaume. Voilà. C'est une expérience sacrément riche qui remet les choses à leur place dès le début. Ça, on se pose pas mal de questions. Aborder ce genre de projet, ça nous a vraiment permis d'aborder la réalité qui nous entoure à une échelle super compréhensible, avec des matériaux super honnêtes et de faire super attention aux sites qui nous entourent. Au fil des années, on a appris vraiment à préciser notre pensée. Vraiment, je pense qu'on a vraiment essayé de réfléchir, savoir où on voulait aller, sur quel type de projet on voulait travailler, avec qui on voulait travailler, comment on voulait les faire. Et puis aussi, on s'est dit que quitte à faire des trucs sympas avec des gens intéressants, ça ne serait pas plus mal que de le faire en respectant notre planète. Parce que finalement, notre planète, c'est la seule chose qu'on est certain de léguer aux générations futures.
Alors, je crois qu'il y a un truc qui est important au bureau, c'est que, enfin, je pense qu'on n'a vraiment pas la vérité absolue. On la détient vraiment pas, ça c'est une chose qui est claire. On a vraiment la limite de nos compétences et on en est pleinement conscient. Je pense qu'on a seulement une méthode de travail qu'on a mise au point avec le temps, mais qui nous permet, je pense, d'atteindre, d'apporter une réponse la plus pertinente possible. Renaud et moi, on a toujours un petit peu de mal de parler de justesse en architecture, parce que la justesse, ça nous paraît toujours être quelque chose de très personnel. Ma justesse n'est pas sa justesse, et notre justesse n'est pas votre justesse. Donc c'est hyper relatif. Donc, je crois qu'au sein du bureau, il y a une espèce de consensus et on se rend compte que cette justesse qu'on essaye de viser, en tout cas, elle vient vraiment d'une confrontation d'idées. On essaye vraiment de faire des choix, de l'expliquer pourquoi on a fait ça, d'écouter l'autre, forcément de le convaincre. Puis si ça ne marche pas, d'accepter ses remarques ou d'accepter d'évoluer dans un autre sens, de renoncer à certains choix qu'on a faits. Ce n'est pas toujours facile. On remet en cause, franchement, pratiquement toutes les décisions dès qu'elles sont prises, parce qu'on n'est probablement pas super sûr de nous. On élimine tout ce qu'on n'arrive pas à justifier. Je pense que c'est vraiment très important en archi de ne pas s'arrêter et se dire voilà, maintenant j'ai la solution, c'est bon. On remet vraiment tout le temps ça sur la table. C'est probablement dû parce que l'un est plutôt Beatles et l'autre est plutôt Stones, et qu'on n'est pas trop sûr de nous. Mais on remet notre ouvrage sur la table, on demande conseil à droite, à gauche, on recommence, on pousse le projet toujours un petit peu plus loin en resimplifiant la réponse. Et quand on trouve que la réponse nous semble, en tout cas qu'il y a une espèce de consensus qui se dessine, qu'elle nous semble pertinente, c'est qu'on est arrivé probablement à la cadrer à ce qui est fondamentalement nécessaire pour nous afin d'arriver vraiment à la substance du message qu'on veut faire passer. C'est vraiment super important. Et là, je pense qu'on voit quelques sketchs, quelques crobards d'études sur un projet qu'on avait gagné avec le bureau EVR à Gand pour Velux. Donc c'était des nouveaux bureaux qui devaient être au niveau durable, encore pertinent dans 20 ans. Donc à la vitesse à laquelle ça change, ce n'était pas évident. Et donc c'est clair qu'à 2 bureaux, c'était encore plus difficile, mais c'était encore plus riche. Et vraiment, on n'a pas arrêté de chercher, de travailler, d'essayer de trouver de nouvelles solutions et de nouvelles idées. Voilà. Ça nous a, enfin, ce type d'approche, on est assez convaincu de sa pertinence. Et elle s'exprime assez bien dans une phrase assez connue, le don't make something unless it is both necessary and useful. Mais on doit admettre qu'on aime que cette recherche et cette réponse qu'on recherche, on veut vraiment qu'elle soit aussi sensible et poétique. Et c'est pour ça qu'on aime bien aussi la deuxième partie de la phrase qui dit que si c'est both necessary and useful, do not hesitate to make it beautiful. Alors, c'est clair qu'on n'a absolument pas la prétention de faire des projets beautiful. On essaie juste de faire des projets qui nous paraissent sympas, en plus d'être justes et pertinents. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne au bureau. Ça prend pas mal de temps, c'est souvent vexant, mais je pense que c'est efficace et ça permet de... pour un certain type de projet, en tout cas, il y a pas mal d'échos pour ce type d'approche. Et voilà. Donc toute notre démarche est fondamentalement basée sur une simplification et une rationalisation de nos projets. Cette démarche nous paraît pertinente parce qu'elle nous permet vraiment de retirer d'une chose ce qui est totalement fondamental et nécessaire. Donc on a une petite vidéo à vous passer. Je pense que voilà. Le rapport va peut-être vous surprendre.
mais nous, elle nous paraît assez pertinente quand même. We're going to do omelettes. Omelettes are fantastic. They're cheap. They're flexible. You can use all sorts of different things: crispy bacon, mushrooms, tomatoes, cheeses, you name it. I think omelettes are the kind of thing that don't really get the sort of credit they're due. Actually, if they're cooked beautifully, they are incredible. They're cheap. Eggs are one of the best forms of protein. Go free-range organic eggs. You'll be laughing. Personally, I use 3 eggs for a main course omelette. Just crack them in like this. Get your egg, crack it on the side, open it up. If for any reason you've got shell in there, use the half of the shell to get the shell out. And if you try with your fingers, you'll be going like this all night and it won't work. So, pinch of salt and pepper. Like that. Some people put milk and cream. I don't at all. I've got a pan, the right size pan, about sort of 7 inches, I guess. That's on a medium heat. Whisk up your eggs. Just a little bit of oil. Extra virgin's obviously a nicer way to go. Knob of butter in there. Let that start to melt. Give it a chivvy about in the pan. You want to coat the bottom of the pan like that. The great thing about omelettes and eggs is if you get the first one wrong, then learn from it, try it again, and just get it perfect. If it's too dark, cook it less. If it's too hard, cook it less. If it's too soft, cook it more. So, just going to turn that down a little bit there. You want it on about a medium heat. Don't rush it, otherwise, if you cook eggs too hard and too fast, you get this. Voilà, le rapport peut surprendre, c'est clair. Hein. Vous étiez venu à une conférence d'architecture, pas de cuisine, mais ça peut faire sourire, mais nous, fondamentalement, ça nous fait réfléchir. Ce qui nous intéresse dans la recette de Jamie Oliver, c'est sa façon de procéder, parce que chez lui, sa façon de procéder est le résultat vraiment d'une réflexion qui nous semble profonde sur la simplification même de son travail. Arriver à retirer tout ce qui n'est pas nécessaire, arriver à simplifier son discours, tout en lui donnant une certaine consistance, ça c'est un véritable challenge, qu'on soit en cuisine ou qu'on soit en architecture. C'est fondamentalement ça l'objectif principal. Et cette simplicité extrême, on est convaincu qu'elle doit s'exprimer dans tous les gènes d'un bâtiment. Ici, c'est un exemple d'un petit concours pour une crèche à Laeken. Et on a la sensation qu'une simplicité, un bâtiment simple doit s'exprimer, ça doit s'exprimer dans l'implantation du bâtiment. On doit retrouver ça dans sa volumétrie, on doit retrouver ça dans son parti architectural. Directement, on doit comprendre ce qu'on raconte. On doit ressentir cette simplicité dans l'organisation même du bâtiment. En regardant les plans, on doit comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Des plans doivent être clairs, simples et efficaces. Si un bâtiment est compliqué, personne ne le comprendra et on aura beaucoup plus de mal à l'appréhender. Cette simplicité, elle se joue à ce niveau-là, donc au niveau, on va dire, des études, mais également au niveau du choix des matériaux, de leur mise en œuvre, de l'exécution des détails. Si on fait un projet hyper simple, mais que les détails sont absolument impossibles à réaliser, hyper compliqués, je pense qu'on a raté quelque chose dans notre boulot. Il faut toujours se remettre en tête que des gars doivent venir et réaliser avec leurs mains ce qu'on a dessiné sur du papier. Ce n'est pas une bagnole où finalement on fait une checklist et puis on balance et il n'y a personne qui travaille avec ses doigts. Ici, quelqu'un doit le faire. Donc, des détails infaisables, irréalistes, ça n'a pas de sens. Cette simplicité, elle doit aussi se retrouver dans des techniques qu'on ne devra pas entretenir. Si dans 10 ans, quelqu'un d'autre prend en main le bâtiment, il faut qu'il comprenne ce qu'on a voulu faire au niveau technique. On ne peut pas se permettre d'avoir des bâtiments compliqués. C'est pas l'avenir. L'avenir des bâtiments, c'est des bâtiments simples et fonctionnels. La démarche, c'est vrai, de notre côté, elle consomme pas mal d'énergie. Parce qu'il n'y a pas de recette préétablie. C'est un véritable boulot que de trouver des matériaux bruts
les détourner de l'architecture industrielle pour leur prix, ou d'aller les chercher, les puiser dans de l'architecture vernaculaire parce que c'est plus pertinent dans cette région-là, ou qu'ils sont plus disponibles sur le marché local, ou que les gars sur place savent les utiliser et qu'ils ne savent pas les utiliser ailleurs, comme les ardoises ou les tuiles. Choisir des matières premières de qualité, plus nobles, les comprendre, les travailler selon leur caractère propre, pas essayer de faire des choses illogiques avec des matériaux, ça n'a pas de sens non plus. Donc, il y a vraiment un travail au sein du bureau, je pense, pour essayer de retrouver, de trouver des réponses nouvelles, mais intelligentes, on va dire, bien que l'intelligence... Bon. Mais je donne un exemple. Il y avait un bâtiment scolaire pour lequel on voulait travailler la façade en bois, mais il y avait un budget excessivement bas de moins de 900 € du mètre carré. Donc c'était vraiment pas facile de trouver une solution tout en gardant un projet quand même qui avait du caractère. Donc on a commencé à se poser les questions, essayer de trouver des solutions. C'était impossible. Donc après on a envisagé 1000 solutions. Un jour, on s'est dit, mais finalement, pourquoi on ne prendrait pas des bits de chemin de fer? Les bits de chemin de fer, c'est pas cher. Des bits de chemin de fer, c'est déjà traité. Des bits de chemin de fer, ça a une chouette couleur. Des bits de chemin de fer, on peut les débiter facilement. On a contacté des menuiseries, des scieries pour les débiter sur la bonne taille et tout ça. On s'est assuré qu'il n'y avait pas de clous dedans, rien. Enfin, tout était parfait. Je vous promets, c'était super. Et puis on s'est rendu compte que ces bits de chemin de fer avait passé des semaines complètes dans des bains avec des produits absolument immondes et innommables, et qu'en milieu scolaire, c'était vraiment pas adapté. Et donc, on recommence le jeu à zéro. On va rechercher, on va imaginer, on va essayer de trouver d'autres solutions pour essayer de trouver des réponses justes et efficaces à un problème donné. Voilà. Et je pense que cette approche de l'architecture, elle n'est pas supra-originale. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de bureaux qui ont la même approche, la même vision de l'architecture. On n'a pas réinventé la roue, loin de là. Mais je pense que c'est plutôt chaque bureau, simplement, l'exprime d'une manière, ou peut l'exprimer d'une manière différente, et va aussi loin que ce que lui considère qui est nécessaire. Et donc... je pense que cette approche de l'architecture s'exprime parfaitement dans le contexte scolaire. Et c'est pour ça qu'elle y trouve un écho particulier. Le contexte scolaire, c'est clair que c'est un chouette programme. On a la chance de travailler prioritairement ce programme-là. À l'heure actuelle, on doit avoir une dizaine d'écoles au programme, donc c'est vraiment un super programme, et c'est un programme qui nous permet d'être vraiment en phase avec les valeurs du bureau et de donner un sens à notre travail. Comme l'a dit Monsieur Dujardin, Paul Dujardin, dans l'introduction du petit feuillet, les bâtiments scolaires, l'éducation est plus que jamais le parent pauvre en matière d'investissement public, ça c'est clair. Il y a une vétusté des infrastructures liée à une croissance démographique galopante. Tous les jours, on a des nouvelles normes qui nous tombent dessus, que ce soit en matière énergétique, de sécurité ou n'importe quoi. L'évolution des contenus et des méthodes pédagogiques doivent aussi être intégrées dans le projet. Donc la première chose qu'on fait, c'est un concours, c'est clair, mais après, on apprend seulement à connaître un client et à savoir si ce qu'on lui a proposé comme projet fonctionne avec la manière avec laquelle il veut faire fonctionner son école. Donc ce n'est pas évident non plus de refaire des marches arrière quand on était certain d'être arrivé à une solution intéressante. Et c'est clair que ça nous... on se pose pas mal la question de savoir pourquoi ce secteur, donc le secteur du pédagogique, on va dire, en général, est vraiment déserté au niveau financement. C'est vraiment pathétique de visiter des écoles à l'heure actuelle. Nous, on fait principalement en communauté française, mais je crois que la plupart des gens ici seraient horrifiés de voir dans quel état de délabrement se trouvent les écoles. Et on ne parle pas d'un réseau ou d'un autre, on parle de tous les réseaux confondus. C'est catastrophique.
on ne se rend pas compte dans quoi on emmène nos enfants tous les matins. C'est vraiment absolument incroyable. Alors, nous, de notre côté, on n'a pas des milliards d'explications pour tout ça, même si on est un peu dedans au quotidien. On en a deux. On en a trouvé deux, malgré tout. La première, c'est vraiment, je pense que c'est la plus générale, mais c'est vraiment une perte totale des valeurs de la société. Chaque centimètre carré, chaque millimètre carré doit absolument être construit, doit être développé, rentabilisé. Un terrain bâtissable, ça ne veut pas dire qu'on peut bâtir dessus, ça veut dire qu'on va bâtir dessus, qu'on doit bâtir dessus, qu'on doit récupérer de l'argent sur ce terrain. On perd toutes les valeurs, les paysans, les gars qui s'occupaient du pays, ceux qu'on imagine maintenant, on les appelle les bouseux. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces paysans? C'est devenu des exploitants agricoles, ça veut tout dire, des exploitants de la terre. Donc c'est vrai que c'est vraiment des choses qui nous touchent profondément au bureau. Et c'est le genre de discussion qu'on a, je trouve, assez souvent, sur ce genre de sujet, et qui nous permettent, je pense, de faire avancer le discours. Et en parlant de discours, ici, on a une petite vidéo d'un gars assez pertinent, qui s'appelle Claude Bourguignon, c'est un ingénieur agronome. Le gars, il avait commencé ses études de vétérinaire, je pense, et il voulait s'occuper d'avoir une ferme avec des tigres ou quelque chose comme ça. Et puis il est parti en Inde voir comment on pouvait s'occuper des tigres. Et puis il s'est rendu compte finalement qu'il y avait des gens qui étaient en train de crever de faim et que c'était un peu débile d'aller faire un espèce de zoo alors qu'à côté il y avait des gens qui étaient en train de crever de faim. Du coup, il a terminé ses études et il a commencé l'agronomie. Et voilà son discours sur ce déphasage total de la société à l'heure actuelle. Donc j'ai fini mes études, moi, de zoologie, biochimie à l'université. Je suis rentré à l'agro. Et là, à l'agro, j'étais horrifié, quoi. Là, on nous apprenait à mettre de la viande dans la nourriture des vaches, à rendre les vaches carnassières. On entassait les porcs se mangent la queue, on coupe la queue des porcs. On entasse, ils se mangent les oreilles, on coupe les oreilles des porcs. On entasse, ils continuent à se manger les jambons, donc on leur arrache les dents. Et quand je voyais ça, ils nous projetaient les films avec des caméras vidéo, des prises de la nuit, où on voyait les porcs se dévorer. Je dis, les hommes sont devenus fous. Les femelles, on est obligé de les entraver, sinon elles dévorent leurs petits, parce qu'elles sont à des niveaux de densité qui est insupportable. Les poulets, on est obligé de leur couper le bec supérieur, sinon ils se déchirent la peau. Il y a même eu des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes, parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça consommait de l'azote et de la potasse. Donc ils ont fait des variétés de poulets sans plumes, puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, il fallait chauffer les bâtiments, et que ça coûtait plus cher que l'azote. Donc finalement, ils ont remis des plumes sur les poulets. Donc si vous voulez, on voyait des trucs complètement fous, quoi. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils n'y sont pas arrivés parce que l'œuf est très embêtant, parce que l'œuf est dans une enveloppe qu'on appelle hyperboloïde de compensation qui prend beaucoup de place. Et on aimerait bien que les poules pondent des œufs carrés, ce serait quand même plus pratique à ranger, mais là ils n'y sont pas arrivés. Mais je voyais dans cette agronomie le délire, quoi. C'est des hommes fous. Ouais, mais je crois que cette vidéo est assez éloquente. C'est clair qu'on se rend compte de plus en plus qu'il n'y a pas fondamentalement une crise économique et financière qui fait que finalement on n'a plus d'argent à mettre dans les écoles. Mais je crois plutôt que fondamentalement c'est une crise de valeurs. Et donc la chose principale pour nous, c'est vraiment de faire remarquer qu'il faut principalement remettre les priorités là où elles doivent être mises. Si on veut réinvestir les écoles, il n'y a pas d'autre choix que de redéfinir nos priorités, de remettre en cause notre échelle de valeur. Notre avenir à tous en dépend, c'est fondamental. Et la deuxième raison qu'on a trouvé pour expliquer cette désertification des écoles, elle vient de Wallonie. C'est une expression très claire qui veut dire « c'est tout dit le petit grosse proche ». Et ça veut dire ce que ça veut dire. Un enfant, ça n'a pas de cash, ça n'a pas d'argent, ça ne vote pas, ça ne fait pas grève, et donc ça n'intéresse personne. S'il fait froid dans une classe parce qu'il y a du simple vitrage, -10 dehors,
eh ben, on met du chauffage, et s'il fait encore froid, ben, tant qu'on n'est pas en dessous de 13 degrés, ben, la loi ne prévoit pas qu'on ferme la classe. Donc, quand en tant que décideur public, vous créez 15 logements sociaux, c'est clair, ça vous rapporte 30 voix aux élections suivantes. Hein, vous créez une école, bah, il y a une chance sur 2 que comme ça met 6 ans, c'est même pas vous qui soyez là à l'inauguration. Donc, et puis quand on dégage finalement des moyens pour l'enseignement, ben, très souvent on privilégie le contenu plutôt que le flacon. Et quand on met un petit peu d'argent dans le flacon, très souvent les politiques préfèrent regarder l'étiquette plutôt que le flacon en lui-même. Et donc, le problème dans tout ça, c'est qu'il ne reste pas grand-chose pour faire un flacon de qualité avec excessivement peu de moyens. Et le développement durable dans tout ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent tout au bout des priorités. Voilà. Et donc, c'est clair que notre discours, il ne veut absolument pas être moralisateur, hein, parce qu'on est bien conscient que le contexte général, il est vraiment facile pour absolument personne. L'objectif, ce n'est pas de noircir le tableau, et il y a honnêtement des décideurs publics, des hommes politiques, des responsables d'administration, des chefs d'établissement. Franchement, on rencontre tous les jours des gars super intègres. Le nombre d'écoles où ce sont que des bénévoles qui gèrent les jobs, c'est absolument hallucinant. Hein, des gens qui font ça, même s'ils ont leur boulot à côté. Hein. Ce n'est pas juste des personnes à la retraite, hein, c'est hallucinant. Donc on rencontre vraiment beaucoup de gens qui y croient, qui sont vraiment, vraiment motivés par ce qu'ils font, qui gèrent leur job comme un bon père de famille, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir offrir aux générations futures des outils de travail bien foutus, efficaces et assez sexy. Et à ces gens-là, il faut absolument leur donner les moyens de leurs ambitions. Parce que l'ambition dans les écoles, c'est vraiment pas ce qui manque. Elles sont pauvres, mais elles voient grand, elles voient à super long terme, elles ont des envies et des rêves, et pas un peu. Alors notre boulot dans tout ça, c'est clair qu'il se limite. On doit évacuer de facto toute gestuelle gratuite, toute débauche de moyens, toute technique supra-sophistiquée, tout matériau super onéreux ou tendance, ça doit être évacué. On n'a pas l'argent pour ça. On va droit au but. Et ce pragmatisme donne naissance, franchement, à une architecture de l'utopie et pas de la résignation. Et c'est vraiment important de le dire. Et je pense que nous tous, et je pense qu'il y a pas mal d'architectes dans cette salle, il faut qu'ils soient bien conscients qu'en tant qu'architecte, on a une place vraiment à part. On a une place à prendre. On a un rôle super central, super fondamental à jouer. On a vraiment la possibilité de faire bouger les choses, de faire passer un message. On est au croisement de toutes les routes. On est aux commandes d'un avion. C'est à nous de vraiment... On a la possibilité de faire bouger plein de choses. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on est face à nos responsabilités. On n'a pas le droit de tourner le dos ou de faire comme si on ne savait pas. On doit vraiment, tous les jours, prendre des décisions plus dans l'intérêt de la collectivité que dans son intérêt propre. Vraiment... Honnêtement, travailler dans ce milieu, c'est vraiment travailler avec humilité. Et il faut vraiment le faire avec humilité. Et finalement, humilité, ça vient du latin humus. Humus, comme vous le savez peut-être, ça veut dire la terre, le sol. Et finalement, ben voilà, on revient au point de départ de la discussion. On retourne à la terre et à la planète, qui est un peu le début de tout et de toutes nos réflexions. Et en parlant de la planète, on n'était pas, nous, particulièrement précurseurs en la matière. Comme tout le monde, on savait qu'il y avait une urgence environnementale. On ne connaissait pas l'ampleur des dégâts, par contre. Et maintenant, progressivement, on commence à la connaître. Et c'est clair qu'en tant qu'Européens, on est souvent les premiers à vouloir se réfugier derrière une soi-disant éthique environnementale.
On se dit toujours que nous, on est les bons, que les mauvais, c'est les autres, les Américains, par exemple. Hein. Eux, ils respectent rien, ils ont des grosses bagnoles, ça pollue beaucoup. Que si tout le monde se comportait comme les Américains, ben, finalement, on aurait besoin de 8 planètes, alors qu'on voit clairement que sur la nôtre, là, hein, sur notre partie du monde, eh bien, c'est rouge aussi, et que si tout le monde se comportait comme nous, il en faudrait 5 des planètes. Donc, je crois qu'il faut faire vraiment profil bas à ce sujet-là. Et donc, c'est clair que nous, comme architectes, on est au centre des problèmes et on les rencontre absolument tous les jours, mais on est surtout aussi au centre des solutions. Et en matière environnementale, la problématique, elle est incommensurable. C'est absolument hallucinant la tâche que ça représente. Il est humainement impossible d'englober dans notre réflexion en tant qu'architecte tous les paramètres environnementaux. C'est impossible. Il n'y a pas la possibilité physique d'imputer tout ce qu'on connaît ou tout ce qu'on pourrait ou tout ce qu'on devrait connaître au niveau environnemental dans un projet. C'est pas possible. Donc, dans ce cadre-là, il faut se faire aider, entre guillemets. Et nous, on a eu la chance, pour ce fameux projet Velux dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, d'avoir travaillé avec un bureau exceptionnel. C'est le bureau EVR à Gand, qui lui est vraiment un bureau précurseur en la matière. Et ce bureau nous a vraiment aidé à structurer notre discours et à donner du poids à nos arguments, à se rendre compte que chaque décision qu'on prend, elle a des conséquences, que ça ne s'improvise pas, que chaque chose qu'on fait, on a l'addition à la sortie. Donc maintenant, notre travail est vraiment toujours basé sur une méthode systémique. Donc, c'est une méthode, je ne sais pas si tout le monde connaît les méthodes de type HQE, donc haute qualité environnementale, ou BREEAM en Angleterre. Donc, c'est une espèce de checklist où on répond. On essaye de répondre, de donner à son projet un peu de consistance environnementale. Et puis, à la sortie, on a des points. Hein, et puis, à la sortie de la sortie, ben, le propriétaire a une petite gommette. Et alors, on dit, vous êtes un first class ou un deuxième classe. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est une méthode qui nous paraît un peu réductrice. Et qui limite un peu l'homme à un être sensoriel, donc juste un machin qui a chaud, un machin qui a froid, un truc qui a mal aux muqueuses, enfin voilà. Avec la méthode qu'on a développée avec EVR et ainsi de suite, c'est vraiment une méthode beaucoup plus large. C'est vraiment une méthode qui travaille également l'harmonie entre l'harmonie de la relation entre l'homme, la planète, entre l'homme et l'homme, entre l'homme et le bâti, entre le bâti projeté et le bâti existant. C'est une méthode qui recentre tout notre discours sur l'expérience spatiale et qui également, et ça c'est super important pour nous, qui recentre également le discours sur l'être humain, qui est très souvent la partie oubliée de l'architecture. Et depuis, en tout cas au bureau, on ne parle pas d'architecture bioclimatique, environnementale ou tout ce qu'on veut, mais tout ce qu'on veut, nous, c'est faire une architecture qui est franchement engagée et qui exprime clairement notre volonté à nous cinq à apporter une réponse concrète à la crise environnementale. C'est vraiment ça notre objectif. Donc, fondamentalement, c'est une question d'expression et de contenu qui a changé pour nous. C'est notre style architectural, lui, il n'a absolument pas changé. Voilà. Et ce type de démarche, je pense, a pu s'exprimer vraiment à 100% dans un projet comme l'ITP à Cours-Saint-Étienne. C'est vraiment un projet qui nous paraît riche et intéressant à tous les niveaux, où on a pu vraiment aller loin dans la réflexion. Et c'est clair que on a eu un maître de l'ouvrage assez exceptionnel à ce niveau-là. Renaud va vous présenter l'historique un petit peu de ce projet pour voir l'évolution. Parce que malgré tout, ce qu'il faut bien garder en tête toujours, c'est que ce projet, on l'a gagné en 2006.
Et la réception définitive, enfin la réception provisoire n'a pas encore été accordée ou a tout juste été accordée. Et donc, si on fait le calcul, il faut pratiquement 5 à 6 ans donc, pour finaliser un projet scolaire, ce qui n'est quand même pas évident à gérer, puisque vous avez tout le temps des intervenants qui changent et ainsi de suite. Voilà. Alors, pour faire un bref historique du projet, en 2005, la province du Brabant-Wallon lance un appel d'offres pour compléter l'Institut technique provincial de Cour-Saint-Étienne d'une salle de sport, d'atelier, de classe et d'une cuisine performante de collectivité, mais qui pouvait servir pour l'ensemble des installations scolaires du Brabant-Wallon. On a déposé le permis en 2006. Et dans la foulée, le dossier d'adjudication a été sorti aussi pour fin 2006. Donc le projet était en fin de l'année 2006 prêt à sortir de terre. Là, il y a eu un changement de législature où certains ont remis en cause la pertinence, pas du projet spécialement, mais de la programmation d'une telle cuisine pour l'ensemble du Brabant. Donc ils ont recadré et ils ont décidé de réduire la cuisine et d'augmenter les ateliers. Donc, on a profité un peu de ce temps d'arrêt de 2 ans. On a demandé une prorogation du permis d'1 an. On a modifié légèrement le projet tout en restant dans le premier permis, dans le cadre du permis. Mais en 2 ans, les choses ont changé. Des matériaux comme les panneaux de polycarbonate qu'on a employés avaient 4 parois à l'époque. En 2 ans, ils ont sorti des panneaux beaucoup plus isolants avec une dizaine de parois. Le type de bois a été rediscuté et on a essayé de proposer quelque chose de plus intéressant en termes d'impact sur l'environnement. On a un peu doublé toute l'épaisseur toute la coque, toute l'épaisseur de l'isolation du bâtiment. Donc, après tout ça, on a relancé un dossier d'adjudication. Le chantier a commencé fin 2009 et s'est terminé en gros fin de l'année passée, donc fin 2011. On est encore à la fin des réceptions. En fait, par ce projet, nous allons essayer de vous illustrer notre approche systémique dont on vous a fait part juste avant, qui est basée sur une dizaine de cibles qui nous ont permis de structurer notre discours et de donner le plus de justesse possible à notre réponse. Bon, les cibles, on va rapidement les passer. On les a illustrées le plus simplement possible. Là, on se situe le long de l'axe reliant Wavre à Nivelles. L'école s'implante le long d'un parc en retrait de cet axe-là, de la chaussée. Et le parc est au sud de l'école. Donc la façade sur le parc, c'est plein sud. Alors, le contexte est un véritable patchwork de construction, héritage du passé, comme dans la plupart des endroits, avec un château du 19e, l'architecture industrielle, l'architecture des années 60, un habitat dispersé tout le long de la nationale. Le site, lui, est tout à fait, tu peux passer, tentaculaire et déstructuré. Oui, les limites du site ne sont pas claires, les entrées sont confuses. Le bâtiment principal implanté au milieu du site, il est de forme rectangulaire, simple, une rythmique régulière qui est un héritage de la pensée fonctionnaliste et amiantée des années 60. Le bâtiment est complété par diverses annexes construites au fur et à mesure des années. Notre projet tente de structurer le site et d'en clarifier l'organisation. C'est une architecture qu'on veut, qu'on essaye d'épurer le plus possible, qui se veut facilement identifiable par la jeune génération, par l'emploi d'un langage vrai, simple, direct, et par la rudesse et la véracité des matériaux.
on apporte à l'Institut une image forte et humaine. Le langage épuré des façades tente de calmer les différences stylistiques des bâtiments. Le jeu de damier s'accorde avec le ton des bâtiments existants. Là, le bois était tout neuf, donc le ton du bois a déjà changé, et c'est pour ça que je dis qu'il s'accorde mieux. Là, ce n'est pas très perceptible. Dans tout... je perds juste... Excusez-moi. Avant tout projet, avant toute intervention, on met toujours en balance deux options. Soit étendre, soit rénover. On s'aide pour ça d'une grille d'analyse qui nous permet de guider notre choix en s'appuyant sur toute une série de facteurs. Ce choix est souvent crucial en termes d'impact sur l'environnement. Par exemple, on a privilégié la rénovation dans une crèche qui est la crèche Lily, près de la gare du Midi à Saint-Gilles, qui est enclavée en intérieur d'îlot, et on s'est vraiment battu pour maintenir toute la coque extérieure et l'élégante charpente métallique. C'était un ancien entrepôt mécanique. On a proposé de refaire toute une enveloppe intérieure performante pour implanter dignement une crèche. Pour l'ITP, la question est tout autre, puisque la rénovation a été très limitée vu le programme et les contraintes de hauteur dû par la salle de sport. Alors, tirer parti du site existant, c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum, en venant s'implanter dans une différence de niveau existante. On a essayé d'éviter un maximum les évacuations de terre. Par exemple, si on avait opté pour un sous-sol, le bâtiment faisant environ 1000 m², ça aurait vite fait 4000 m³ de terre qui auraient dû être évacués, soit pas moins de 400 camions de terre. Donc là, par la proposition d'implantation et par l'aménagement des abords, on a essayé de limiter au maximum les déblais. L'option proposée est simple et répond au bâti existant. Un nouveau volume prolonge le bâtiment principal et crée deux agoras tout à fait séparées, une pour les cours de récré et l'autre pour tout ce qui est livraison et parking des professeurs. Donc le nouveau volume forme un front de bâti clair avec le parc et permet de remarquer l'entrée du site et de définir clairement deux entrées en fonction des agoras. Alors, là c'est la vue qui donne sur le parc. Alors, pour limiter les déperditions énergétiques, la première façon est de travailler la forme, limiter la surface de déperdition et donc de tendre vers la volumétrie la plus compacte possible. C'est clair que l'idéal de compacité est le cube ou la sphère, mais on tend vers ça en évitant des formes gratuites et qui vont dans tous les sens. L'optimalisation de l'organisation spatiale. Alors dans le prolongement du réfectoire existant, donc le réfectoire existant étant le volume gris qui est esquissé ici, un premier volume accueille la nouvelle cuisine, les réserves et quais de déchargement, et le volume principal sur 2 étages, qui est dans le gabarit de l'existant, accueille des ateliers et la salle de sport qui vient fermer le site. Alors, dans la plupart de nos projets, on tente d'externaliser les espaces communs et les circulations verticales, qui sont pour nous des espaces plus propices à la rencontre et à la convivialité que des bureaux ou des classes. C'est l'espace entre, où tout se passe, qui est trop souvent délaissé. Un exemple avec ce projet concours pour la commune de Saint-Gilles, où l'on rassemble des espaces servis dans une boîte confortable et chauffée qu'on aperçoit à l'arrière, et on vient théâtraliser les espaces communs dans une double peau accueillante,
mais non chauffés, qui créent un dialogue fort avec l'espace public. Cette démarche entraîne de plus une économie financière importante, puisqu'elle minimise les surfaces à chauffer et elle diminue tous les coûts de maintenance, d'éclairage et tout ça. Donc ça, c'est le même projet vu par nuit. Alors là, c'est cette façon où on a externalisé toutes les circulations verticales du projet, qu'on a posé en façade sud, qui viennent animer la façade et qui permettent d'avoir aucun escalier intérieur. Alors, l'espace qu'on crée entre le bâtiment existant et la nouvelle école crée une certaine tension entre les bâtiments et permet d'offrir un espace extérieur à l'atelier de couvreur qui leur permet un travail en conditions réelles, mais aussi qui met d'une certaine façon à l'honneur leur activité. Là, c'est des images de cette esplanade sur le toit. Alors, dans le scolaire, et plus encore quand on isole fortement, donc quand on travaille dans le basse énergie, voire le passif, le premier risque est la surchauffe, car il n'y a absolument pas d'argent et encore moins la volonté de commencer à climatiser. Il faut donc travailler le plus possible sur la géométrie du bâtiment et sur des protections solaires pour l'éviter. L'avantage principal en milieu scolaire, c'est que la période estivale, il n'y a pas d'élèves, donc on évite un problème qui est plus critique dans le cas des bureaux. Alors, le jeu de damier est travaillé et étudié pour prendre l'orientation qui nous intéresse. Par exemple, l'atelier qu'on vient de voir des apprentis couvreurs au nord prend toute la lumière au nord, ou la salle de sport qui prend toute la lumière au sud est tout à fait fermée, sauf en partie basse qui est tout à fait ombragée par le parc, mais qui nous permet de garder une certaine relation avec le parc, une relation visuelle. Une cible fort importante pour nous, c'est également l'optimalisation de l'enveloppe. Il y a deux points importants qui sont l'isolation thermique. On parle ici d'un K20, un peu au-dessus d'un bâtiment passif. La coque isolante, en gros, fait une vingtaine de centimètres sur tout le périmètre. Donc sol, mur, toiture. Le détail technique qu'on propose doit être étudié pour être au service de l'architecture. On l'a travaillé, on l'a étudié, on l'a affiné le plus possible pour qu'il réponde aux contraintes d'étanchéité à l'air qu'on va voir, mais aussi qu'il alimente l'architecture. Ça, c'est la volonté architecturale d'avoir les changements de matière sur une arête, une ligne. Je crois qu'il y a les plans qui montrent comme on a étudié ces détails en répondant d'une part aux contraintes d'isolation à l'eau, évidemment, à la pluie, mais d'isolation également à l'air de l'intérieur, puisque le deuxième gros point de l'enveloppe, c'est l'étanchéité à l'air. On a ici atteint une valeur de 1,2 volume d'air par heure. À titre de comparaison, une maison bruxelloise est à 8 et une maison passive à 0,6. Et c'est capital pour le fonctionnement des groupes de ventilation avec récupérateur de chaleur et pour avoir une bonne isolation. Alors, dans la mesure du possible, on screen l'ensemble des matériaux pour minimiser leur impact sur l'environnement. Là, l'énergie grise est la quantité d'énergie nécessaire au cycle de vie d'un matériau ou d'un produit.
quand on parle de bois, le bois a beau être un matériau noble, mais attention, l'impact est fort différent en fonction que ce soit un bois exotique, où on voit qu'il fait le tour de la planète, qui prend le bateau, le train et tout ça pour arriver dans nos constructions, ou un bois local qui est coupé à quelques dizaines ou centaines de kilomètres de son utilisation. Dans un peu prochaine. Ici, on a travaillé avec du peuplier, donc essence locale. Celui-ci vient des Vosges, qui a été rendu tout à fait inaltérable par un traitement thermique qui est basé sur une lente cuisson et qui lui donne une pérennité totale. Il a juste eu un traitement ici pour le feu imposé par les pompiers. La réflexion profonde sur les détails et la mise en œuvre assure une pérennité au bardage et une absence d'entretien. Alors, l'autre matériau fort présent, c'est le polycarbonate. C'est des panneaux extrêmement performants puisqu'ils sont en gros aussi isolants qu'un triple vitrage. Donc, les vitrages employés dans les bâtiments passifs, mais ils sont 4 fois moins chers, ils sont 100 fois plus légers et 10 fois plus rapides à mettre en œuvre. L'acier galvanisé qu'on emploie aussi a l'avantage d'avoir aucune peinture supplémentaire et aucun entretien futur. On a aussi eu recours à la végétalisation des toits pour leur convivialité et leurs nombreux avantages. Et les matériaux employés sont des bétons lissés au sol, bruts au mur, de la tôle autoportante. Tout ça sont des matériaux détournés de l'architecture industrielle, car c'est des techniques qui nous permettent de contenir au maximum le budget tout en caractérisant l'ouvrage par une image forte. L'autre point non abordé, c'est l'optimalisation des techniques, chaud, froid, ventilation. On a opté ici pour une production du chaud sans recours aux énergies fossiles. On travaille ici avec une pompe à chaleur qui est couplée à une vingtaine de sondes géothermiques qui descendent dans le sol de l'ordre de 130 mètres. Donc ici, on représente à échelle ce que c'est. Donc c'est vraiment aller chercher les calories dans le sol et par la pompe à chaleur les exploiter et les redistribuer dans le bâtiment. Ce système permet aussi d'avoir un rafraîchissement passif en faisant circuler l'eau en été dans les forages géothermiques et en rafraîchissant l'eau et en les renvoyant dans les batteries des groupes de ventilation. Ça a aussi un autre avantage, c'est de recharger le sol en calories pour l'hiver. Alors la consommation de ce genre de pompe, c'est guère plus qu'un grille-pain pour refroidir environ 12 000 mètres cubes de bâtiment. Et la dernière technique, c'est la ventilation double flux, qui est assez classique actuellement. On a aussi recours à un panneau synoptique, qui est un élément ludique, qui est placé dans la cour de récréation et qui informe aux élèves la consommation en temps réel de l'énergie. Ça participe au projet pédagogique de l'établissement qui accueille bon nombre de métiers du bâtiment. Un rapide point sur l'utilisation rationnelle de l'électricité. Donc on exploite au maximum la lumière naturelle avec les grands pans de polycarbonate. Tous les choix des lampes ont été faits avec des variateurs d'intensité et tout ça, mais pour baisser en gros de 70% leur consommation. Le type d'équipement qui a été choisi, tel les hottes, a été choisi à escient, c'est-à-dire c'est des hottes, comme il y a une partie de la cuisine du bâtiment important qui sont des cuisines, c'est des hottes à induction. C'est un détail important puisque une hotte tire en gros 10 000 m3 par heure d'utilisation, ça veut dire l'ensemble du volume du bâtiment, et que par ce système-là, on induit de l'air frais et on n'aspire pas l'air chaud du bâtiment. Le dernier point qu'on essaye de toujours prendre en compte, c'est la récupération d'eau de pluie
et l'utilisation rationnelle de l'eau. Donc, toute l'eau, on essaie de minimiser l'eau qui est ramenée dans les égouts par des surfaces de sol percolantes, par des toitures végétalisées et un emploi de l'eau de pluie pour les fonctions telles les sanitaires ou l'entretien des abords. Donc voilà en gros le projet qu'on a voulu illustrer ce soir avec vous. On tente en fait avec tout ça de défendre une architecture juste, simple, mais qui garde un caractère franc. Voilà, merci bien. Okay.